En 1963, les dernières troupes françaises quittèrent enfin le sol tunisien. Pour la première fois, le peuple tunisien possédait leur propre nation. Le nouveau chef du gouvernement, Habib Bourguiba, mit en œuvre des réformes ambivalentes. Dr Fatma Al-Zubairi évoque l'introduction par Bourguiba de la législation sur le statut personnel et familial la plus libérale d'Afrique du Nord. Et pourtant, sur le plan politique, il consolida son pouvoir grâce à un régime autoritaire à parti unique. Néanmoins, aux yeux de la plupart des Tunisiens, Bourguiba était une icône, un héros du peuple, un symbole de résistance contre l'ancien régime colonial, ce qui lui a valu le titre de combattant suprême et de père de la nation. Éclipsé par son statut légendaire, une partie de l'opinion publique exprimait néanmoins des préoccupations et de la colère face à son jeu politique et à la répression de ses opposants. Et bien qu'il rejette publiquement la censure et le contrôle des médias poursuivis par le protectorat, encourageant la création de journaux, de radios et d'autres organes médiatiques, la réalité était telle que les médias étaient toujours fortement contrôlés par son gouvernement. Soumis à des pressions économiques et étatiques, les médias devaient maintenir une certaine neutralité. Les critiques et discussions sur des questions sociales ou politiques existaient, mais selon Rim Benarous, la seule ligne rouge était le président Bourguiba, et toute critique à son égard entraînait une sanction immédiate. Bien que beaucoup de Tunisiens considèrent encore aujourd'hui Bourguiba comme un héros de la lutte décoloniale et le père fondateur de la nation, certains des mythes entourant l'homme ont commencé à se dissiper au fil des années. Écrivains, poètes, artistes et journalistes ont mis en lumière, ces dernières décennies, l'autoritarisme post-colonial de Bourguiba, en particulier la manière dont son parti néo-destourien régnait en maître sur la scène politique, interdisant aux autres partis de se présenter aux élections. Radio Tunis fut la première station de radio publique de Tunisie. Elle diffusait ses émissions en arabe, en français et en italien depuis 1938 et est restée l'une des seules sources d'information pour les citoyens écoutant la radio. Bourguiba n'autorisait pas les stations de radio privées pendant son mandat et bien que ces stations aient visé pendant des années un public surtout religieux, la radio est finalement devenue en Tunisie une source importante d'information, de divertissement et bien sûr de politique. Des stations de radio régionales furent créées à travers le pays, toutes détenues et gérées publiquement. Le pays dut attendre jusqu'en 2003 pour voir apparaître la toute première station de radio privée. La vaste majorité de la population tunisienne n'était pas nécessairement opposée aux efforts de Bourguiba pour moderniser la Tunisie. En fait, que ce soit pour les taux d'alphabétisation, les résultats en matière de santé ou le droit des femmes, la vie en Tunisie s'améliora considérablement. Il y avait une colère et une frustration sincères face à sa politique de répression des opposants, mais Bourguiba gérait méticuleusement sa réputation. Kamel Labidi, journaliste et représentant du Comité pour la protection des journalistes, écrit qu'au début, Bourguiba considérait l'Union générale tunisienne du travail, ou l'UGTT, comme un allié clé dans sa lutte pour transformer le pays. Après tout, l'UGTT était l'un des meilleurs syndicats d'Afrique et du monde arabe. Mais en cooptant et en contrôlant les syndicats, Bourguiba empêcha également toute opposition de monter dans les rangs des travailleurs et des organisateurs syndicaux. Selon Labidi, il y eut des moments, dans la première période de son règne, où les universités étaient autorisées à être des lieux de débat publics et de forums. Mais à mesure que l'intérêt de Bourguiba pour les contrôles de récits grandissait à la fin des années 1960, il y eut une répression extrême des groupes étudiants en réponse à l'ambiance générale d'opposition sur les campus. Cette répression coïncida avec l'introduction par le régime des politiques de marché libre. Poussé par des décennies de lutte de pionnières à travers le pays, Bourguiba inscrit dans la loi le Code du statut personnel en 1956, abolissant de nombreuses inégalités de genre flagrantes. Bien que cela représentait de réels progrès pour les femmes dans tout le pays, le professeur Draoui explique qu'il s'agissait aussi d'une instrumentalisation de la lutte féministe. S'approprier la lutte et la brandir comme un féminisme d'État permit à Bourguiba de se donner l'image d'un libérateur de femmes, garant de leur dignité et de leurs droits. Ces femmes qui menaient les luttes pour la libération féministe finirent par se distancer du féminisme d'État et, selon professeur Draoui, formèrent un mouvement féministe autonome, refusant la domination et la nature paternaliste de l'État sur les droits des femmes, veillant à ce que la liberté des femmes en Tunisie ne dépende pas des hommes au pouvoir. Bien qu'il se soit soigneusement présenté en tant que chef d'État libéral, les pouvoirs de Bourguiba allaient bien au-delà de ceux de ses homologues dans d'autres démocraties libérales. Il s'était assuré une position où aucun organe législatif ou judiciaire ne pouvait le destituer. En réalité, selon l'historien Hicham Abdessamad,
plus l'opposition à son règne grandissait, plus l'appareil d'État et de sécurité devenait puissant pour contrer de tels mouvements. Comme il l'a lui-même résumé de façon si succincte, « Le système ? Quel système ? Je suis le système !» La quête de Bourguiba pour une nation unifiée de Tunisiens devint de plus en plus impitoyable. Les communautés du pays qui vivaient en dehors des normes nationales définies par Bourguiba et la Constitution devaient se plier à sa volonté pour qu'il atteigne son objectif d'un gouvernement, d'une constitution et d'un ensemble de lois uniques. Comme l'écrit Abdelkrim El-Aghoui, auprès des communautés juives de Tunisie, Bourguiba ferma les tribunaux rabbiniques, dissout les conseils juifs locaux et les collectes de fonds d'urgence et imposa un grand rabbin de Tunisie, un poste qui, auparavant, était choisi par la communauté juive elle-même via son conseil. Le contrôle de Bourguiba sur la sphère civile se resserra progressivement à mesure que ses tendances autoritaires s'aggravaient. Toute critique du président, et parfois de son gouvernement, par les journaux ou les radios, pouvait entraîner leur fermeture. Une police alternative fut créée pour surveiller les opposants politiques, visant les islamistes, les communistes et leurs proches, en Tunisie comme à l'étranger. Le docteur Abderrahman Deraji note que les méthodes de torture coloniale, subies pendant de nombreuses années sous le protectorat français, furent ensuite utilisées par Bourguiba. Un homme qui avait combattu pour des principes de liberté et de droits civiques et qui s'était opposé à la domination coloniale de la France, étouffait désormais ces mêmes idéaux par d'innombrables cas de passage à tabac, de brûlures, d'électrocution, de privation de sommeil, d'injection de diverses substances et même des formes extrêmes de violence sexuelle. Cette répression s'intensifia vers la fin de son règne lorsqu'il réprima brutalement les émeutes du pain et les troubles politiques, supervisant le massacre de centaines de civils grévistes et de syndicalistes lors de ce qu'on appela le Jeudi noir, un événement faisant écho aux actions brutales des troupes françaises à Gellaz. Dans son projet de façonner la Tunisie selon des idéaux positivistes du XIXe siècle et une laïcité triomphante, s'opposant à toute renaissance religieuse, Bourguiba s'en prit aux communistes, aux opposants politiques et surtout aux islamistes. Tout en construisant soigneusement sa réputation, il instrumentalisa la religion et les symboles religieux pour légitimer son règne et ses réformes. D'un côté, il défia l'élite cléricale tout au long de son mandat, mais de l'autre, il inscrivit l'islam comme religion de la nation et établit comme condition préalable la foi islamique pour tout président. Bourguiba affirmait qu'en tant que président, il était un imam, tout en menant campagne pour empêcher le ralentissement des activités tunisiennes et de la consommation durant le ramadan. Ces actions n'étaient pas nécessairement contradictoires, mais plutôt des exemples de son pragmatisme vis-à-vis de la religion et de son instrumentalisation des composantes sociétales à des fins politiques. Dans les années 1970, sous la direction de Rached El-Ghannouchi, un groupe de cheikh mena la renaissance populaire de l'islam politique. Très critiques du programme de modernisation à l'occidentale, leurs efforts se cristallisèrent dans le mouvement de la tendance islamique, proposant une alternative religieuse, explicite au modernisme laïque de Bourguiba. Ils accusèrent Bourguiba d'attaquer les institutions religieuses du pays dans ses efforts post-indépendance et dénoncèrent sa tendance à leur attribuer ses propres échecs politiques. Le travail des islamistes, qu'ils concevaient comme étant axé sur le développement d'une conscience idéologique, essentiellement une critique des concepts occidentaux qui dominent l'esprit de la jeunesse, et proposant une alternative islamique. Le gouvernement surveillait l'organisation d'une méfiance croissante. Croyant qu'il prenait le contrôle des parties stratégiques du paysage politique pour combattre le parti de Bourguiba, ils furent contraints d'opérer en dehors des paramètres légaux du système. À partir de 1976, l'organisation islamiste MTI de Ghannouchi opéra principalement dans la clandestinité, à l'abri des regards indiscrets. Leur niveau d'organisation se développa et leur taille augmenta jusqu'à ce qu'ils forment un véritable parti politique, adoptant des perspectives dépassant leurs fondements islamistes, rigides d'origine, prônant la liberté, l'égalité, la dignité et le progrès, contre l'exploitation et le sous-développement, le despotisme et la dépendance sous toutes ses formes. Des mots qui, selon Boulby, faisaient écho à ceux de Bourguiba lors des jours de la révolution anticoloniale en Tunisie. Bourguiba se sentit suffisamment menacé par le MTI pour leur refuser une reconnaissance politique et ordonner l'arrestation de 61 de ses membres en 1981, sur la base de liens non prouvés avec des actes de violence islamiste. Les publications furent interdites, les mosquées soigneusement surveillées et les vêtements islamiques traditionnels interdits dans les écoles et les bureaux gouvernementaux.
Alors que le président cherchait à réprimer le mouvement religieux, dans les années qui suivirent, les politiciens du MTI furent souvent les cibles de répression politique pour des actes commis par d'autres. Cela augmenta les tensions entre laïcs et islamistes et attira même l'attention de divers groupes islamistes au Moyen-Orient. Ghannouchi, le chef du mouvement, fut emprisonné, torturé, libéré, puis à nouveau condamné à perpétuité avant d'être libéré une fois de plus. Bien qu'il ait été contraint de se réfugier au Royaume-Uni pendant les 22 années suivantes, la cause islamiste continua de gagner en force. L'élite politique tunisienne ne pouvait plus ignorer le problème, ni espérer qu'il disparaisse. Bourguiba, assuré dans sa position de président à vie, était véritablement adoré par une grande partie de la population tunisienne. Comme l'écrivent Hopwood et Terry, il donnait des conférences sur sa vie et ses réalisations auxquelles des fonctionnaires et des étudiants étaient convoqués. Bourguiba avait accompli de nombreuses choses au cours de son règne, surtout si l'on considère que cette période de décolonisation est souvent complexe, désordonnée et violente, impliquant, comme il se doit, le remplacement d'un système d'organisation du pouvoir par un autre. Elle peut être traumatisante et destructrice. Cela ne constitue ni une justification, ni une défense des actions de Bourguiba au fil des années, ni des horreurs issues de son règne, mais plutôt une contextualisation importante. Les actions du régime bourguibiste suivirent des siècles de domination bellicale ottomane, des générations de régimes colonial français brutal et crise après crise au sein du petit pays nord-africain, alors que la Tunisie luttait pour sortir de son passé et entrer dans le monde du XXe siècle. Comme l'écrit L. Carl Brown, il est poignant que l'homme qui a accompli tant de choses soit resté en place trop longtemps et ait ainsi contribué au démantèlement de son œuvre maîtresse. Son culte de la personnalité, soigneusement élaboré, s'effondra, morceau par morceau, au cours de nombreuses années de son règne, impitoyable. Jusqu'à ce qu'en 1987, il ne reste qu'une coquille vide, un vieillard, physiquement et mentalement décrépit, mis de côté comme un jouet usé. Et comme toujours, le nouveau modèle vit le jour. Zine El Abidine Ben Ali, deuxième président de la Tunisie et antagoniste de la célèbre révolution tunisienne de 2011.